Ma femme m'a abandonné le jour de mon anniversaire pour passer toute la journée avec son ex-mari. Alors, je l'ai présenté à ses funérailles maternelles. Ma femme m'a abandonné le jour de mon anniversaire pour passer toute la journée avec son ex-mari. Alors, j'ai présenté sa remplaçante aux funérailles de sa mère. C'était mon 35e anniversaire, et ma femme, Mireille, avait promis que nous passerions toute la journée ensemble, car c'était un anniversaire marquant, et j'en parlais depuis des mois. Elle avait réservé au restaurant panoramique au cœur de Lyon, celui que je voulais essayer depuis plus d'1 an, et avait dit qu'elle avait pris sa journée de congé, et que nous ferions ce que je voulais du matin au soir. Je me suis réveillé excité et j'ai commencé à faire des crêpes pendant que Mireille était encore au lit, à faire défiler son téléphone. Son téléphone a sonné et j'ai vu que c'était son ex-mari Didier qui appelait, ce qui était étrange car leur divorce datait d'il y a 6 ans et ils n'avaient pas d'enfants ensemble et aucune raison de faire encore partie de la vie de l'autre. Mireille a répondu et je l'ai entendu dire qu'elle arrivait tout de suite et que Didier avait besoin d'elle. Elle est venue dans la cuisine en disant que le père de Didier avait eu une crise cardiaque et que Didier n'avait personne d'autre à appeler et qu'elle devait être là pour lui. J'ai dit que le père de Didier avait des crises cardiaques au moins 3 ou 4 fois par an, toujours quand Didier avait besoin d'attention. Mireille le savait. Elle me l'avait dit elle-même plus d'une fois, mais elle a dit que cette fois, cela semblait différent et sérieux. Elle a dit qu'elle serait de retour dans 1 heure juste pour déposer Didier à l'hôpital et s'assurer que son père était stable. Elle a dit que nous aurions toujours tout notre anniversaire, juste peut-être en commençant un peu plus tard que prévu. Je l'ai regardé partir à 7h45 du matin, portant la veste que je lui avais achetée pour notre 5e anniversaire, tandis que j'étais assis dans la cuisine avec des crêpes qui refroidissaient sur le comptoir. 1 heure passa, puis 2, puis 4. Mireille a envoyé un message disant que Didier était en vrac et qu'elle ne pouvait pas le laisser seul à l'hôpital. Elle a dit que son père était stable, mais que Didier avait besoin de soutien émotionnel et qu'elle était la seule en qui il avait confiance. Je l'ai appelé et j'ai entendu Didier rire en arrière-plan à quelque chose à la télévision. Je lui ai demandé si les hôpitaux avaient généralement une télévision assez forte pour l'entendre au téléphone, et Mireille a dit qu'ils étaient en fait retournés à l'appartement de Didier pour récupérer les cartes d'assurance de son père. À 13h, Mireille a dit que le père de Didier allait être libéré et que quelqu'un devait le ramener chez lui. À 15h, elle a dit que Didier avait besoin d'aide pour récupérer les ordonnances de son père et organiser un pilulier. À 17h, elle a dit que Didier était trop secoué pour cuisiner, alors ils allaient juste prendre quelque chose de rapide. À 18h30, elle a dit que le père de Didier avait commencé à se disputer avec Didier à propos d'argent et qu'elle devait rester pour maintenir la paix entre eux car apparemment elle était la seule personne que l'un ou l'autre écouterait. À 19h, quand notre réservation était déjà passée, elle a dit que Didier avait eu une crise de panique dans la voiture et qu'elle ne pouvait pas le laisser comme ça. J'étais assis à la table de la cuisine et j'ai regardé le message de confirmation du restaurant, non ouvert, sur mon téléphone. Le rappel que j'avais réglé pour 18h15 bourdonnait toujours inutilement contre le comptoir. Je lui ai envoyé le numéro du restaurant et lui ai demandé si elle voulait que j'essaie au moins de repousser la réservation, et elle n'a pas répondu pendant presque 40 minutes. Quand elle l'a finalement fait, ce n'était qu'une seule ligne disant qu'elle était désolée et qu'elle se rattraperait. Les mêmes 4 mots qu'elle avait utilisés pour chaque autre anniversaire de mariage, chaque autre fête que Didier avait réussi à saboter au fil des ans. Je me suis commandé un plat à emporter du restaurant du coin et je l'ai mangé debout au comptoir dans ma chemise d'anniversaire, toujours repassée de là où je l'avais repassée ce matin-là, car quelque part au fond de mon esprit. Je croyais toujours qu'elle pourrait franchir la porte à temps pour sauver quelque chose. J'ai passé tout mon 35e anniversaire seul dans une maison vide pendant que ma femme faisait l'infirmière auprès de son ex-mari, que j'étais assez convaincu qu'il simulait la plupart du temps, comme il le faisait toujours. Mireille est rentrée un peu après minuit et m'a trouvé assis à la table de la cuisine dans le noir, toujours dans la chemise que j'avais mise ce matin-là pour notre dîner. Elle a dit qu'elle était désolée, mais que de vraies urgences se produisent et que je devais comprendre cela. Elle a dit que Didier n'avait pas de famille proche et qu'elle lui avait promis il y a des années qu'elle serait toujours là s'il avait vraiment besoin d'elle. Elle a dit que j'étais égoïste de faire de l'urgence médicale de quelqu'un d'autre mon anniversaire. Elle avait même acheté un café à Didier au magasin de cadeaux de l'hôpital pour le calmer pendant que j'étais à la maison avec des crêpes froides et sans dîner. Le lendemain matin, j'ai appris d'un ami commun que le père de Didier n'était jamais allé à l'hôpital. Il avait eu des brûlures d'estomac après avoir mangé une pizza entière la nuit précédente et avait fait une sieste. Didier avait quand même appelé Mireille en pleurant, sachant exactement à quelle vitesse elle laisserait tout tomber. Il l'avait déjà fait pour notre anniversaire de mariage, la veille de Noël,
le week-end du mariage de ma sœur. Toujours une crise que seule Mireille pouvait apparemment résoudre. La mère de Mireille, Colette, trouvait touchant que Mireille reste proche de Didier après le divorce. Colette avait toujours plus aimé Didier que moi, et elle ne s'en cachait pas. Elle mentionnait toujours à quel point Didier était ambitieux et charmant par rapport à moi. Colette invitait Didier aux fêtes de famille et le plaçait juste à côté de Mireille à table, tandis que j'étais relégué au fond près du placard à manteau. Colette gardait une photo encadrée du mariage de Mireille et Didier sur sa cheminée, en plein milieu du salon, et disait aux invités que c'était des temps plus simples, plus heureux. Lors de mes propres dîners d'anniversaire, ceux auxquels Colette daignait assister, elle demandait à Mireille devant tout le monde si elle avait déjà pensé à ce à quoi ressemblerait sa vie si elle n'avait jamais quitté Didier. Comme si je n'étais pas assis là, tenant une fourchette. Elle évoquait la promotion de Didier dans son entreprise ou la maison qu'il venait d'acheter à 2 rues de la sienne. Et elle soupirait comme si Mireille avait fait un mauvais choix. À chaque Thanksgiving, Colette trouvait une raison de mentionner que Didier était le bienvenu à tout moment. Que la porte lui était toujours ouverte parce que la famille, c'était la famille, peu importe ce que les papiers disaient. Mireille se contentait de rire et de me dire que sa mère ne voulait pas dire de mal. Que c'était juste la façon dont Colette parlait. Mais j'ai remarqué qu'elle ne l'a jamais corrigé une seule fois. Jamais dit à Colette d'arrêter. Jamais dit à voix haute que j'étais son mari et que Didier n'était plus rien. C'est à ce moment-là que j'ai renoué avec mon ex-petite amie Véronique, avec qui j'avais eu une relation sérieuse avant Mireille. Véronique était chaleureuse et réussie et m'avait toujours fait sentir que je comptais vraiment quand j'étais là. Nous avons commencé à nous retrouver pour prendre un café, juste pour rattraper le temps perdu en tant que vieux amis. Véronique se souvenait de petites choses à mon sujet que Mireille avait cessé de remarquer il y a des années. Elle se souvenait de ma commande de café, du livre que j'essayais de finir depuis 2 ans, de l'anniversaire de ma mère. Véronique écoutait vraiment quand je parlais au lieu de jeter un coup d'œil à son téléphone toutes les quelques minutes. Elle était aussi, si je suis honnête, facile à regarder et photographier magnifiquement, ce qui n'était pas perdu pour moi, même si je ne voulais pas admettre que cela importait. 3 mois plus tard, Colette a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas en phase terminale et on lui a donné peut-être 6 à 8 semaines. Toute la famille était dévastée et Mireille passait presque tous les jours à l'hôpital au chevet de sa mère. Le dernier souhait de Colette, disait-elle sans cesse, était de voir sa fille vraiment heureuse et épanouie avec le bon homme. Elle demandait sans cesse à Mireille devant tout le monde si elle regrettait de m'avoir choisi plutôt que Didier. Elle tenait la main de Didier pendant les visites comme s'il était déjà son fils et l'appelait le fils qu'elle avait toujours voulu. Les funérailles étaient prévues un samedi, 2 semaines après le décès de Colette, et Mireille s'est levée pour faire l'éloge funèbre sur la mère incroyable que Colette avait été. J'étais assis au premier rang dans un costume sombre, faisant de mon mieux pour avoir l'air convenablement affligé pour une femme qui avait passé des années à me faire sentir malvenu dans sa propre famille. À mi-chemin de l'éloge funèbre, Véronique est entrée, vêtue d'une robe noire ajustée et de talons, l'air d'être sortie d'un magazine. Elle s'est assise juste à côté de moi et a glissé sa main dans la mienne. Mireille l'a immédiatement remarqué et a trébuché sur sa phrase suivante. Véronique s'est penchée et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, et je me suis permis de sourire légèrement. Mireille a continué à bégayer le reste de l'éloge funèbre en regardant le pouce de Véronique tracer des cercles sur le dos de ma main. La réception à la maison de Colette après coup était bondée et étouffante. Trop de gens entassés dans des pièces qui sentaient le lys et les plats de gratin que personne n'avait encore mangés. Mireille se tenait près de la table à manger, essayant d'accepter les condoléances de parents que je reconnaissais à peine. Ses notes d'éloge funèbre étaient encore froissées dans un point, tandis que son autre main s'automatisait à travers les câlins et les poignées de main. J'ai remarqué qu'elle me regardait toutes les quelques secondes, puis Véronique, puis moi, comme si elle essayait de résoudre un problème de maths qui ne collait pas. Didier rôdait près du coude de Mireille tout le temps, lui touchant le bras, lui murmurant des choses que je ne pouvais pas entendre, se penchant de manière à bloquer sa ligne de vue vers moi, bien qu'elle continuât à se décaler pour le contourner. La maison était chaude à cause de trop de corps entassés dans des pièces construites pour la moitié de la foule, et quelqu'un avait baissé le thermostat trop tard pour que cela compte. Alors les gens continuaient à s'éventer avec les programmes commémoratifs tout en équilibrant des assiettes en carton de nourriture que personne ne mangeait vraiment. Un diaporama était diffusé sur un ordinateur portable posé sur le piano, faisant défiler des photos de Colette à différents âges. Et plus d'une fois, une photo de Didier à un barbecue familial a traversé l'écran avant même une seule photo de moi, ce qui semblait moins accidentel plus je le regardais boucler. Véronique se tenait à mes côtés,
sa main reposant légèrement sur le bas de mon dos, et j'ai remarqué quelques amis de l'église de Colette nous regardant. J'ai entendu l'un d'eux murmurer à l'autre quel couple frappant nous faisions. Le visage de Mireille est devenu pâle en l'entendant. Renée, la sœur cadette de Mireille, est apparue à mes côtés et a incliné la tête vers la cuisine. Je l'ai suivie à travers la foule, et elle a refermé la porte derrière nous. La cuisine avait toujours l'écriture de Colette sur une liste de courses aimantée au réfrigérateur. Renée a croisé les bras et m'a étudié avec une expression que je reconnaissais chez Mireille chaque fois qu'elle me soupçonnait de mentir. Elle m'a demandé si Véronique était ma petite amie. Sa voix était calme, mais pointue, comme si elle se doutait déjà de la réponse et voulait voir si je le dirais vraiment. Je lui ai dit que nous nous voyons depuis environ 3 mois. Les sourcils de Renée se sont levés et elle a répété, 3 mois, lentement, comme si elle faisait le calcul dans sa tête. J'ai dit, oui, les mêmes 3 mois que Mireille a passé à courir après Didier chaque fois qu'il appelait avec une fausse urgence. L'expression de Renée a changé et elle a regardé les carreaux du sol pendant une seconde. Elle a admis qu'elle avait regardé Colette asseoir Didier à côté de Mireille à chaque dîner de famille pendant des années. Elle a dit qu'elle avait entendu Colette me comparer constamment à Didier, toujours de manière à me faire paraître comme le mauvais choix. La voix de Renée s'est adoucie et elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais allé chercher quelqu'un qui me faisait vraiment sentir désiré. Elle a dit que ce que j'avais fait aux funérailles n'était pas bien, mais elle comprenait l'impulsion derrière cela. Renée a également mentionné, presque comme une pensée après coup, que Colette lui avait dit un jour en privé qu'elle espérait que Mireille reviendrait finalement vers Didier une fois que la poussière du divorce serait retombée, qu'elle l'avait dit comme si c'était inévitable. Comme si mon mariage avec Mireille n'était qu'un détour sur le chemin du retour vers la personne que Colette avait réellement voulu pour elle. Renée a dit qu'elle n'avait jamais répété cela à Mireille parce qu'elle ne voulait pas déclencher une dispute lors d'un dîner de famille, mais qu'elle l'avait gardé pendant des années. En la voyant se dérouler exactement comme Colette l'avait espéré. Un anniversaire annulé et une fausse urgence à la fois. La porte de la cuisine s'est ouverte et Mireille est entrée, le visage rouge et la mâchoire serrée. Elle a dit à Renée de partir. Renée m'a serré le bras en sortant et a claqué la porte assez fort pour faire teinter les verres dans le placard. Mireille a demandé qui était Véronique. Sa voix était basse, comme si elle se battait pour la garder basse alors que des invités remplissaient toujours la pièce voisine. Je me suis appuyé contre le comptoir et je lui ai dit que Véronique était quelqu'un qui se souvenait encore de ma commande de café. Le visage de Mireille s'est tordu de confusion. Et j'ai ajouté que Véronique se souvenait aussi de l'anniversaire de ma mère et du livre que je lisais depuis 2 ans et dont Mireille n'avait jamais une seule fois posé de question. Mireille a dit que ce n'était pas ce qu'elle avait demandé. Elle a exigé de savoir depuis combien de temps cela durait, si je la trompais. Je lui ai dit que je voyais Véronique depuis mon anniversaire. La bouche de Mireille s'est ouverte et elle a commencé à dire quelque chose à propos de Didier qui avait besoin d'elle ce jour-là. Je l'ai coupé et je lui ai rappelé que le père de Didier n'était jamais allé à l'hôpital du tout, que sa grande urgence avait été des brûlures d'estomac à cause d'une pizza entière, exactement comme je l'avais averti que cela se passerait. Le visage de Mireille est passé du rouge au presque violet. Elle a dit que Didier était en crise et avait besoin de son soutien. J'ai ri et c'est sorti plus fort que je ne le voulais. Je lui ai dit que Didier était en crise pour notre anniversaire de mariage et la veille de Noël et le week-end du mariage de ma sœur. Chaque fois que cela lui était commode. Mireille a commencé à répliquer, mais sa voix est devenue plus calme à mi-chemin, comme si quelque chose la rattrapait. Je l'ai dépassée et je suis retourné dans le salon. Véronique discutait facilement avec quelques-uns des proches de Mireille près de la cheminée, complètement à l'aise, comme si elle y avait plus sa place que moi. Une femme âgée que je reconnaissais comme l'une des amies de l'église de Colette demandait à Véronique ce qu'elle faisait comme travail. Véronique a mentionné qu'elle travaillait dans le marketing et la femme a fait un son impressionné. Elle a dit « Nous formons un si beau couple » et m'a regardé avec une approbation que Colette ne m'avait jamais montrée en 7 ans. Mireille est sortie de la cuisine juste à temps pour l'entendre et s'est arrêtée net. Un autre parent a demandé depuis combien de temps Véronique et moi nous nous connaissions. Véronique a souri et a dit « Nous nous étions fréquentés il y a des années, bien avant que je rencontre Mireille et nous nous étions récemment reconnectés et avions repris là où nous nous étions arrêtés. » Je sentais les yeux de Mireille sur moi de l'autre bout de la pièce tout le temps. Véronique a glissé son bras autour de ma taille et je me suis légèrement penché contre elle. Cela semblait à moitié réel et à moitié une performance. Et je voulais que Mireille voie exactement ce qu'elle avait pris pour acquis pendant qu'elle jouait l'infirmière auprès de son ex-mari.
Didier est apparu de nulle part et a demandé à Mireille assez fort pour que la moitié de la pièce entende si elle allait bien. Il a dit qu'elle avait l'air contrariée et a proposé de la raccompagner chez elle si elle devait partir. Sa main s'est posée sur son bras et il a incliné la tête avec cette expression de préoccupation habituelle. Mireille a retiré son bras. Elle lui a dit qu'elle devait parler à son mari. Le visage de Didier a montré une réelle surprise, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle le repoussait devant tout le monde. Il a dit qu'il ne voulait que l'aider, et Mireille lui a dit qu'il avait déjà assez aidé. Il y avait un ton dans sa voix que je ne lui avais jamais entendu utiliser avec lui auparavant. Les yeux de Didier se sont écarquillés, et il a regardé entre Mireille et moi comme s'il essayait de comprendre ce qui avait changé. J'ai réalisé à ce moment-là que Mireille commençait enfin à le voir clair, surtout parce qu'elle avait trop peur de me perdre pour laisser sa routine habituelle fonctionner sur elle. Didier est resté là une seconde, la bouche légèrement ouverte, avant de se retourner et de se diriger vers la cuisine. Plusieurs invités s'étaient tus en regardant tout l'échange se dérouler. Une des cousines âgées de Colette, une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois auparavant, s'est en fait approchée et m'a dit tranquillement qu'elle avait toujours pensé que Colette était trop dure avec moi, qu'elle se sentait mal de me voir assis au fond de la table à chaque fête. Comme une pensée après coup. Elle a dit que Colette avait tellement mentionné Didier au fil des ans que la moitié de la famille avait supposé à un moment donné que le divorce ne tiendrait peut-être pas. Je l'ai remerciée, bien que je ne savais pas quoi faire de la sympathie d'une femme que je connaissais à peine, debout dans la maison de ma belle-mère, qui avait passé 6 ans à me faire clairement comprendre que je n'étais pas assez bien pour sa fille. La réception a commencé à se vider vers 16 heures. Les gens ont ramassé leurs plats de gratin vides et ont offert à Mireille leurs dernières condoléances. En sortant, Véronique et moi nous sommes tenus près de la porte d'entrée, et je sentais Mireille nous regarder depuis le porche tout le temps. Marc, le frère aîné de Mireille, se tenait à l'écart, l'air complètement perdu face à ce qu'il venait de voir. Véronique m'a ouvert la portière passager de sa voiture et je me suis glissé dans un siège en cuir qui sentait encore le neuf. Elle a contourné la voiture jusqu'au côté conducteur et avant d'entrer, s'est penchée et m'a embrassé lentement la joue. C'était doux mais aussi délibéré car elle savait exactement qui regardait depuis le porche. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison alors qu'elle s'éloignait du trottoir. Je sentais les yeux de Mireille suivre la voiture dans la rue, après la rangée de voitures garées et les Porsches des voisins. Mes mains tremblaient légèrement sur mes genoux, et je les ai serrées ensemble pour les faire arrêter. Véronique m'a déposé chez moi et m'a embrassé en guise d'au revoir dans l'allée. Je suis entré dans la maison que je partageais avec Mireille et j'ai commencé à sortir des vêtements du placard. J'ai trouvé un sac de sport dans le garage et j'ai commencé à le remplir de tout ce dont j'aurais besoin pour quelques semaines. Articles de toilette, chargeur, la montre que mon grand-père m'avait laissée. Je pliais un pull quand j'ai entendu la voiture de Mireille se garer dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte et ses pas sont venus rapidement dans le couloir. Elle est apparue dans l'embrasure de la chambre, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle a demandé ce que je faisais, sa voix se brisant sur le dernier mot. Je lui ai dit que je faisais mes valises. Elle est entrée dans la pièce et a dit que nous devions en parler, qu'elle savait qu'elle avait gâché mon anniversaire, mais que nous pouvions arranger les choses. J'ai continué à plier des vêtements dans le sac. Elle a prononcé mon nom 3 fois, chacune plus fort que la précédente. J'ai finalement levé les yeux et lui ai dit que ce n'était pas à propos d'un seul anniversaire. Je lui ai dit que c'était à propos de 6 ans à passer en second plan après Didier. 6 ans de sa mère me traitant comme un étranger dans mon propre mariage. 6 ans à être traité d'égoïste chaque fois que je demandais une considération élémentaire. Le visage de Mireille s'est froissé et elle a dit que ce n'était pas juste. Sa voix montait alors qu'elle disait que j'étais celui qui avait trompé, que je gâchais notre mariage pour une erreur. Elle a insisté sur le fait que Didier n'était qu'un ami qui avait eu besoin d'aide et que je transformais cela en quelque chose que ce n'était pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application calendrier. Je la suivais discrètement depuis presque 2 ans. Chaque fois que Mireille avait annulé des projets pour Didier, j'ai tourné l'écran vers elle. Des dates rouges alignées l'une après l'autre. La veille de Noël il y a 2 ans quand elle est partie avant que nous puissions ouvrir un seul cadeau parce que Didier n'avait plus d'électricité. La Saint-Valentin l'année dernière quand elle a manqué notre réservation de dîner parce que la batterie de la voiture de Didier était morte. Le week-end du mariage de ma sœur quand elle a passé tout l'après-midi à aider Didier à déménager au lieu de se préparer avec moi. Mon anniversaire cette année. Il y a eu le week-end de la fête de départ à la retraite de mon père quand elle est partie tôt parce que Didier avait besoin d'aide pour choisir la peinture de son nouvel appartement.
Il y a eu le 14 juillet il y a 2 étés quand elle a manqué les feux d'artifice que nous avions prévu de regarder depuis le toit de notre ancien immeuble parce que Didier a dit qu'il faisait une crise de panique à propos de son travail. Il y a eu le matin de mon entretien d'embauche pour la promotion que j'ai finalement obtenue quand elle avait promis de m'aider à pratiquer les réponses au petit déjeuner et a plutôt passé 2 heures au téléphone à parler à Didier d'une dispute avec une petite amie qu'il avait eue pendant exactement 6 semaines. Au moins 17 autres dates surlignées en rouge, chacune avec une note que j'avais tapée en dessous décrivant exactement ce qu'avait été l'urgence de Didier. La moitié d'entre elles, quand j'avais pris la peine de vérifier, n'avaient pas été des urgences du tout. Mireille a regardé l'écran et son visage est devenu pâle. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé que c'était autant de fois. J'ai demandé comment elle n'avait pas pu réaliser quand je lui avais dit chaque fois que Didier l'utilisait. Mireille s'est assise lourdement sur le bord du lit et a mis sa tête dans ses mains. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage, et a dit que peut-être elle avait laissé Didier la manipuler plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle a juré qu'elle n'avait jamais eu de sentiment pour lui. Elle a dit qu'au moins elle n'avait jamais emmené Didier quelque part juste pour m'embarrasser devant des gens qui comptaient. Que tout ce qu'elle avait fait s'était produit par épuisement, culpabilité et vieille habitude, et non par un plan calculé pour m'humilier devant une pièce pleine de parents en deuil. Elle a dit qu'elle n'avait jamais physiquement trompé, donc ce que j'avais fait en amenant Véronique aux funérailles de sa mère était pire. J'ai ri et c'est sorti avec amertume. Je lui ai dit que l'abandon émotionnel comptait aussi comme une trahison, même sans qu'il y ait eu quoi que ce soit de physique. Elle a commencé à pleurer plus fort et a dit que sa mère venait de mourir et que je l'avais humiliée aux funérailles devant toutes les personnes qui comptaient pour elle. Je lui ai dit que sa mère m'avait humilié pendant 6 ans à chaque rassemblement familial alors qu'elle n'avait rien dit pour me défendre. Je lui ai rappelé la photo de mariage d'elle et Didier sur la cheminée de Colette, le fait d'être assis au bout de la table pendant que Didier recevait la place d'honneur, Colette appelant Didier le fils qu'elle avait toujours voulu. Mireille a dit que sa mère avait été difficile, mais qu'elle était toujours sa mère. J'ai dit que je comprenais cela, mais qu'elle avait choisi de laisser Colette me traiter comme si je n'appartenais pas à sa famille et n'avait jamais pris ma défense. J'ai fermé le sac de sport et lui ai dit que je resterais chez mon ami Théo pendant un certain temps, que nous avions besoin d'espace pour déterminer si ce mariage pouvait réellement être sauvé. Mireille a attrapé la sangle du sac et n'a pas lâché prise. Elle a dit que nous pouvions surmonter cela si je lui donnais une vraie chance, qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. J'ai tiré sur le sac, mais sa prise tenait bon. Je lui ai dit de lâcher prise, et elle a secoué la tête. Elle a dit qu'elle m'aimait et ne pouvait pas me perdre. J'ai tiré plus fort, et la sangle s'est détachée de ses mains. Elle s'est levée rapidement et a essayé de bloquer la porte. Je l'ai dépassée et elle m'a attrapé le bras. Je lui ai dit de ne pas me toucher et elle a lâché prise immédiatement. Elle m'a suivi dans le couloir, toujours en train de parler, disant qu'elle couperait tout contact avec Didier, qu'elle irait en thérapie de couple, qu'elle ferait tout ce qu'il fallait. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai mis le sac dans mon coffre. Mireille se tenait sur le porche exactement à l'endroit où elle m'avait vu partir avec Véronique quelques heures plus tôt. Elle plaidait toujours alors que je reculais de l'allée. Je l'ai regardée dans le rétroviseur, debout la seule sous la lumière du porche jusqu'à ce que je tourne le coin. L'appartement de Théo sentait le plat thaïlandais réchauffé et la bière bon marché quand je suis arrivé avec mon sac. Il a ouvert la porte en short de sport et a jeté un coup d'œil à mon visage avant de me tirer à l'intérieur sans un mot. J'ai laissé tomber le sac près de son canapé et je me suis assis pendant qu'il prenait 2 bières du réfrigérateur. Il s'est assis en face de moi et a attendu que je commence à parler. Je lui ai tout raconté, en commençant par les funérailles et l'entrée de Véronique et le visage de Mireille quand elle nous a vus ensemble. Je lui ai parlé de la dispute après coup et de l'application calendrier pleine de dates rouges et de la façon dont le visage de Mireille était devenu blanc en voyant tout cela. Théo a écouté sans interrompre et quand j'ai fini, il a bu une longue gorgée de sa bière. Il a dit que Mireille méritait absolument des conséquences après des années à faire passer Didier en premier. Qu'une femme qui abandonne son mari le jour de son 35e anniversaire pour son ex méritait tout ce qui lui arrivait. Puis il s'est penché en avant et a dit que d'amener Véronique aux funérailles était brutal, cependant. Il a dit que c'était calculé et public et clairement conçu pour blesser Mireille devant toute sa famille juste après le décès de sa mère. Je ne l'ai pas nié car il avait raison. Je lui ai dit que c'était censé la blesser aussi publiquement qu'elle m'avait blessé en privé pendant des années. Théo a demandé si j'avais réellement de vrais sentiments pour Véronique ou si elle n'était qu'une arme que j'utilisais contre Mireille. J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne savais honnêtement pas. Tout avec Véronique avait été mêlé à ma colère contre Mireille dès le début.
Elle se souvenait de ma commande de café, mais était-ce de l'amour ou était-elle simplement observatrice et avais-je soif d'attention? Elle écoutait quand je parlais, mais étais-je réellement attiré par elle ou simplement par quelqu'un qui n'était pas Mireille? Je suis resté assis là, ma bière à la main, et j'ai admis que je ne pouvais pas séparer mes sentiments pour Véronique de mon besoin de prouver quelque chose à Mireille. Théo a dit que c'était quelque chose que je devais comprendre avant de prendre des décisions que je ne pourrais pas annuler. Il s'est levé et a pris 2 autres bières et en me tendant une, il m'a demandé depuis combien de temps j'étais réellement malheureux avant même l'histoire de la fausse crise cardiaque de Didier. Car d'après ce qu'il avait vu au fil des ans, rien de tout cela n'avait commencé avec un mauvais anniversaire. Je suis resté avec cette question plus longtemps que je ne le voulais. Je lui ai dit honnêtement que j'étais probablement malheureux depuis au moins 2 ou 3 ans, réorganisant tranquillement mes propres attentes chaque fois que Mireille annulait nos plans, me disant que ce n'était qu'une fois, juste cette fois, juste une urgence. Jusqu'à ce que le tas de « juste cette fois » soit devenu si haut que j'avais cessé de remarquer que c'était un tas du tout. Théo a hoché la tête lentement et a dit que cela ressemblait moins à un mariage qui s'était brisé un jour d'anniversaire qu'à un mariage qui se brisait depuis des années et qui avait finalement eu un anniversaire assez bruyant pour me faire le regarder. 2 jours après les funérailles, Véronique m'a emmené dîner dans le restaurant italien où nous allions il y a des années. Elle portait une jolie robe et m'a tiré ma chaise et m'a demandé comment j'allais après tout cela. Je lui ai dit que j'étais chez Théo et que je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Véronique a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Elle a dit qu'elle m'aiderait à trouver mon propre appartement si c'est ce que je voulais. Elle a dit que je méritais mieux qu'une femme qui me traitait comme une pensée après coup derrière son ex-mari. Le serveur a apporté nos plats et Véronique m'a posé des questions sur mon travail et a parlé du sien et a été douce et attentive comme elle l'avait été pendant les 3 mois. Mais assis en face d'elle, j'ai remarqué quelque chose dans son expression quand elle a évoqué les funérailles. Elle semblait satisfaite d'une manière qui m'a troublé. Elle a sorti son téléphone à un moment donné et m'a montré une photo que quelqu'un avait prise aux funérailles sans que je m'en rende compte. Une vue large de la réception avec moi et Véronique près de la cheminée et Mireille figée à mi-pas en arrière-plan, son visage figé dans une expression entre le chagrin et l'incrédulité. Véronique l'avait déjà enregistré dans un dossier sur son téléphone étiqueté de mon nom, et elle a fait défiler 2 autres photos du même après-midi avant que je puisse les voir clairement. En rangeant son téléphone comme si elle s'était surprise à faire quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de me montrer encore, elle a dit qu'elle était contente de pouvoir être là pour moi, et que le visage de Mireille quand elle nous avait vus ensemble avait été « impayable ». Elle a réellement utilisé ce mot « impayable », comme si elle avait sincèrement apprécié de participer à l'humiliation de Mireille devant toute sa famille en deuil. J'ai pris mes pattes et j'ai écouté Véronique parler de la façon dont Mireille ne m'avait jamais apprécié et de la façon dont elle avait toujours su que je méritais quelqu'un de mieux. Ces mots étaient gentils en surface, mais il y avait un fond de compétition, comme si elle avait gagné quelque chose plutôt que trouvé quelque chose. J'ai commencé à me demander si Véronique avait ses propres raisons de vouloir prouver qu'elle était meilleure que ma femme. Peut-être que toute notre reconnexion avait été construite davantage sur la rivalité et un vieux ressentiment que sur une véritable connexion entre nous. Peut-être qu'une partie de ce qu'elle voulait était simplement de me prendre à Mireille et d'appeler ça une victoire. À un moment donné, elle a évoqué un vieil ami commun de l'université qui avait brièvement fréquenté Mireille avant Didier et a mentionné presque trop désinvoltement qu'elle avait récemment croisé cet ami et avait tout entendu sur la façon dont Mireille parlait de Didier même à l'époque. Comme si elle recueillait des preuves pour une affaire qu'elle voulait que je l'aide à monter. J'ai demandé pourquoi cela importait ce que les gens disaient de Mireille à l'université, et Véronique a haussé les épaules et a dit qu'elle voulait juste que je voie la situation dans son ensemble clairement, qu'elle n'essayait pas de manipuler quoi que ce soit. Seulement d'essayer de m'aider à comprendre à quoi j'avais réellement été marié. Cela ne ressemblait pas à de l'aide. Cela ressemblait à une compilation de dossiers. Je suis parti du dîner, mal à l'aise, incertain si quoi que ce soit avec Véronique était réel ou si nous nous utilisions simplement l'un l'autre pour des raisons qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Mireille a appelé mon téléphone 22 fois au cours de la semaine suivante. J'ai bloqué son numéro après le 8e appel, alors elle a commencé à envoyer des messages depuis d'autres numéros. Les messages oscillaient entre des excuses et des accusations de ma part d'avoir détruit notre mariage à cause de son amitié avec Didier. Elle envoyait un message disant qu'elle était désolée et voulait tout arranger, puis 1 heure plus tard, un message disant que je gâchais 8 ans pour un mauvais anniversaire. Elle disait que Didier n'était qu'un ami qui avait eu besoin d'aide, puis disait que j'étais celui qui avait réellement trompé en amenant Véronique aux funérailles de sa mère. J'ai cessé de lire la plupart d'entre eux après un certain temps. Marc a appelé un jeudi soir, et j'ai failli ne pas décrocher,
mais la curiosité a gagné. Il a dit que Mireille était anéantie. Mangeait à peine, dormait à peine. Il a dit qu'elle m'aimait et avait fait une erreur, mais que tout le monde fait des erreurs. Il a demandé si j'allais vraiment gâcher 8 ans pour un mauvais anniversaire. Je lui ai dit de demander à sa sœur de lui montrer l'application calendrier. Je lui ai dit de compter combien de fois elle avait choisi Didier plutôt que moi. La veille de Noël quand elle est partie avant que nous ouvrions un seul cadeau. La Saint-Valentin quand elle a manqué notre réservation de dîner. Le week-end du mariage de ma sœur quand elle a aidé Didier à déménager des appartements au lieu de se préparer avec moi. Mon anniversaire cette année, au moins 17 autres dates marquées en rouge. J'ai demandé à Marc s'il accepterait ce genre de traitement de la part de sa propre femme. J'ai demandé s'il serait d'accord qu'elle l'abandonne à plusieurs reprises pour son ex. Marc est resté silencieux à l'autre bout du fil. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était autant de fois. Marc est resté silencieux un long moment, puis il a admis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il a dit qu'il avait en fait essayé de dire quelque chose à Mireille il y a des années après qu'elle ait annulé la fête d'anniversaire de sa propre fille pour aider Didier avec quelque chose dont il ne se souvenait même plus maintenant. Mais Mireille était devenue défensive et l'avait accusé de ne jamais avoir aimé Didier en premier lieu. Et il avait laissé tomber parce que c'était plus facile que de se battre à ce sujet à chaque fête. Il a dit qu'il le regrettait maintenant, voyant jusqu'où cela était allé. Je lui ai dit que Mireille ne l'avait pas réalisé non plus parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de compter jusqu'à ce que je lui montre la preuve présentée en rouge. René a appelé le lendemain avec une perspective entièrement différente. Elle a dit qu'elle avait pensé aux funérailles sans arrêt depuis qu'elles avaient eu lieu. Elle a admis qu'elle avait regardé Mireille prioriser Didier pendant des années et s'était toujours demandé pourquoi j'acceptais cela. J'ai demandé pourquoi elle n'avait jamais rien dit si elle l'avait remarqué. René a soupiré et a dit que leur mère avait activement encouragé Mireille à rester proche de Didier, lui disant plus d'une fois que Didier était celui qui lui avait échappé. Elle a dit, Colette disait à Mireille qu'elle devait une loyauté à Didier après le divorce, même si le divorce avait été entièrement de la faute de Didier. La voix de René est devenue plus douce, et elle a dit, Colette me comparait défavorablement à Didier constamment, pas seulement lors des dîners de famille, mais aussi lors de conversations privées, disant à Mireille que Didier était plus réussi et plus beau. Et que Mireille s'était contentée en m'épousant. René a dit qu'elle se sentait coupable de n'avoir jamais rien dit sur le fait que c'était mal, qu'elle aurait dû me défendre, mais Colette était leur mère, et cela semblait déloyal de la contredire. J'étais assis sur le canapé de Théo, écoutant René confirmer tout ce que j'avais toujours soupçonné. Colette n'avait jamais voulu que Mireille m'épouse. Elle avait passé 6 ans à la pousser doucement vers Didier. Et Mireille l'avait laissé faire parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à tenir tête à sa propre mère, même si cela signifiait la laisser empoisonner lentement notre mariage. 2 semaines après les funérailles, mon téléphone a sonné avec le numéro de Mireille. Je l'avais débloqué la veille parce que la bloquer finissait par me sembler mesquin. J'ai répondu et la voix de Mireille était hésitante. Elle a dit que Didier avait appelé avec une autre urgence, que sa voiture était tombée en panne et qu'il avait besoin d'être conduit au travail. Elle m'a demandé si c'était d'accord pour moi qu'elle l'aide. J'ai failli rire à la question. Je lui ai dit qu'elle était une femme adulte capable de faire ses propres choix. J'ai dit que si elle allait courir après Didier à nouveau, elle prouverait tout ce que j'avais dit sur ses priorités. Mireille est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit qu'elle dirait à Didier d'appeler une dépanneuse à la place. J'ai dit d'accord et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, elle a envoyé un message disant qu'elle avait dit à Didier de se débrouiller seul, qu'il s'était fâché et l'avait accusé de l'abandonner, qu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas continuer à tout laisser tomber pour ses urgences parce que cela détruisait son mariage. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Pour la première fois de toute notre relation, Mireille avait réellement tenu bon et n'était pas allée à son secours. Je n'ai pas répondu, mais j'ai enregistré le message sur mon téléphone. J'ai rencontré une avocate spécialisée dans le divorce le mardi après-midi suivant. Son bureau était au 9e étage d'un immeuble du centre-ville avec un tapis gris et des diplômes encadrés le long des murs. C'était une femme d'une 50aine d'années qui posait des questions de routine sur le mariage, combien de temps nous étions ensemble, si nous avions des enfants, quels biens nous possédions conjointement. J'ai répondu pendant qu'elle prenait des notes. Elle m'a expliqué comment la répartition des biens fonctionnait généralement dans notre État, comment nous devrions probablement partager la maison et le compte d'épargne. Elle m'a demandé si je voulais aller de l'avant avec le divorce ou commencer par une séparation légale. Je lui ai dit que je ne savais honnêtement pas encore.
Elle a dit que c'était normal et m'a remis un dossier de documents à examiner à la maison. Quitter ce bureau a rendu tout soudainement réel d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. Je suis resté longtemps dans ma voiture dans le parking souterrain avant de pouvoir me résoudre à conduire. Même après tout cela, mettre fin à un mariage de 8 ans ressemblait à la perte de quelque chose d'énorme. Nous avions acheté cette maison ensemble. Nous avions parlé d'enfants plus d'une fois. Nous avions construit une vie réelle ensemble, même si cette vie s'était tranquillement brisée pendant des années. J'ai pensé au comptoir que nous avions choisi ensemble pendant 3 week-ends distincts à nous disputer sur le quartz versus le granit. Les couleurs de peinture que nous avions testées en bande le long du couloir avant de nous décider pour le même gris que nous avions repeint 2 fois, le chien que nous avions parlé d'avoir une fois que nous aurions enfin une cour assez grande. Rien de tout cela n'avait été faux. C'était la partie qui rendait si difficile de déposer les papiers qui se trouvaient dans le dossier sur mon siège passager. Cela aurait été tellement plus facile si tout le mariage avait été un mensonge depuis le début, mais ce n'était pas le cas, ce qui signifiait que je ne décidais pas seulement de quitter une mauvaise situation. Je décidais si 8 vraies années et une centaine de bons souvenirs valaient moins que les 6 années de date rouge figurant dans mon application calendrier. Tout jeter semblait énorme et terrifiant. Même si rester avait commencé à sembler impossible aussi. Véronique a appelé ce soir-là et a demandé comment s'était passée la réunion. Je lui ai parlé de l'avocate et des papiers. Elle a dit, bien, que je devrais déposer le dossier dès que possible. Que Mireille ne méritait pas une autre chance après des années à faire passer Didier en premier. Elle a dit que je devrais emménager avec elle et que nous pourrions recommencer à zéro tout de suite. Son empressement m'a un peu freiné. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour déterminer ce que je voulais réellement sans pression ni d'elle ni de Mireille. La voix de Véronique a changé. Elle a demandé si j'envisageais sérieusement de retourner avec Mireille après tout ce qui s'était passé. Elle a dit que Mireille retomberait simplement dans ses vieilles habitudes tôt ou tard. Elle a dit que je ferais une erreur si je lui donnais une autre chance. J'ai dit à Véronique que j'appréciais son soutien, mais que je devais régler mon mariage sans pression de qui que ce soit. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. Elle a dit qu'elle avait perdu 3 mois à être là pour moi et à m'écouter me plaindre de Mireille juste pour que je puisse retourner directement auprès d'elle. J'ai regardé Véronique et j'ai compris enfin qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée de ce que je voulais. Elle avait attendu tout le temps que je quitte Mireille et que je la choisisse à la place. Traitant toute notre reconnexion comme une compétition qu'elle était déterminée à gagner. Je lui ai dit que nous devions arrêter de nous voir pendant que je travaillais sur mon mariage. Elle m'a traité de pathétique de faire confiance à Mireille à nouveau et a dit que je l'avais utilisée pour l'attention pendant que j'étais seul. Elle s'est levée, a jeté de l'argent sur la table et est partie tandis que d'autres convives nous regardaient. En la voyant partir, j'ai repensé aux funérailles. À la façon dont elle avait souri aux amis de l'église de Colette, à la façon dont elle avait dit, impayable, à propos du visage de Mireille comme si c'était la chute qu'elle attendait de livrer depuis 3 mois. J'ai réalisé que je ne lui avais jamais vraiment demandé ce qu'elle voulait de tout cela. Et elle ne m'avait jamais demandé non plus ce que je voulais, car rien de tout cela n'avait jamais vraiment été de vouloir les mêmes choses. Il s'agissait de 2 personnes utilisant des funérailles et un mariage en échec comme une scène pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'amour. Je suis resté là, secoué, car la femme qui avait semblé si compréhensive et solidaire était devenue froide au moment où je n'ai pas fait exactement ce qu'elle voulait. 3 mois après les funérailles de Colette, Mireille et moi sommes entrés ensemble dans notre première séance de thérapie de couple. La thérapeute était une femme d'une 50aine d'années qui nous a dit de l'appeler par son prénom et a dit qu'elle ne faisait pas de séance facile où tout le monde repartait à l'aise. Elle nous a demandé à chacun d'expliquer pourquoi nous étions là. Mireille a parlé de vouloir sauver notre mariage et de la façon dont elle avait enfin clairement vu ses erreurs avec Didier. J'ai parlé de 6 ans à me sentir invisible pendant que Mireille priorisait son ex-mari sur moi. La thérapeute nous a écoutés tous les deux, puis a dit que nous avions chacun fait des choix qui avaient endommagé le mariage, et que nous devions les assumer pleinement. Elle s'est tournée vers Mireille et a dit que son schéma avec Didier était un abandon émotionnel, même sans que rien de physique ne se produise jamais. Elle a demandé à Mireille pourquoi elle avait laissé les besoins de son ex-mari importer plus que les besoins de son véritable mari pendant si longtemps. Mireille a dit qu'elle s'était sentie responsable de Didier après le divorce, car il n'avait pas de famille proche. La thérapeute a demandé si elle réalisait qu'elle avait essentiellement agi comme la femme de Didier au lieu de la mienne. Le visage de Mireille est devenu rouge et elle a admis qu'elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Elle a dit à voix haute pour la première fois devant qui que ce soit qu'elle se sentait plus utile à Didier qu'à moi.
Que ces urgences la faisaient se sentir importante d'une manière que notre mariage stable et ordinaire ne faisait parfois pas. Et qu'elle avait honte de réaliser qu'elle avait peut-être continué à répondre à ses appels en partie parce que se sentir utile était mieux que d'être aimée tranquillement en arrière-plan d'un mardi ordinaire. La thérapeute a demandé si elle comprenait qu'un mariage sain était construit précisément sur ce genre de calme ordinaire. Et Mireille a dit qu'elle commençait à le comprendre lentement, mais qu'il avait fallu presque tout perdre pour le voir clairement. Puis la thérapeute s'est tournée vers moi et a dit qu'amener Véronique aux funérailles de Colette avait été une humiliation publique calculée conçue pour la vengeance, pas pour la résolution. Elle a dit que j'avais voulu blesser Mireille aussi gravement qu'elle m'avait blessé au lieu d'essayer réellement de résoudre nos problèmes. J'ai essayé de me défendre, mais elle m'a coupé et a dit que nous étions tous les deux là pour être honnêtes sur nos propres choix. Elle a demandé si nous voulions réellement reconstruire le mariage ou si trop de dégâts avaient déjà été faits. Mireille a dit qu'elle voulait essayer. J'ai dit que je ne savais pas encore, mais que j'étais prêt à voir ce que la thérapie pouvait faire. Elle a demandé à Mireille ce qu'elle pensait qu'il se serait passé si Colette n'était pas morte quand elle l'a fait, si elle croyait qu'elle aurait continué à trouver des excuses pour Didier indéfiniment. Et Mireille a admis tranquillement qu'elle ne savait honnêtement pas qu'il avait fallu perdre sa mère et presque perdre son mariage dans la même saison pour enfin voir clairement le schéma. La thérapeute s'est tournée vers moi et m'a demandé ce que je pensais qu'il se serait passé si Véronique n'avait pas été disponible pour entrer dans ses funérailles à mon bras, si j'aurais trouvé un autre moyen de faire ressentir à Mireille ce que j'avais ressenti pendant des années. Je suis resté avec cette question plus longtemps que je ne le voulais avant d'admettre que je l'aurais probablement fait. Que les funérailles n'étaient pas vraiment à propos de Véronique du tout. Il s'agissait de faire en sorte que Mireille comprenne enfin ce que 6 ans d'être une pensée après coup ressentait réellement. La thérapeute a dit que l'honnêteté était un début, mais que ce n'était pas une excuse et qu'utiliser une autre personne comme une arme, aussi justifié que cela puisse paraître sur le moment, restait utiliser une autre personne comme une arme. La thérapeute nous a donné des devoirs sur l'identification de nos propres besoins et l'établissement de véritables limites. Nous sommes sortis de cette première séance en nous sentant à vif et exposés, mais aussi comme si quelqu'un nous avait enfin forcés à faire face à la vérité sur ce que nous nous étions mutuellement fait. Renée m'a appelé 2 semaines après le début de nos séances de conseil. Elle a dit que Didier l'avait contacté, lui demandant de dire à Mireille qu'il traversait une autre crise et qu'il avait besoin d'elle. Renée lui a dit que Mireille travaillait sur son mariage et qu'il devait respecter ses limites et trouver quelqu'un d'autre sur qui s'appuyer. Didier s'était fâché et avait dit que Mireille l'abandonnait quand il avait le plus besoin d'elle. Renée a tenu bon et lui a dit que son amitié avec Mireille était inappropriée depuis des années et qu'elle devait prendre fin complètement. Elle m'a dit qu'elle était fière de Mireille de s'être enfin opposée à la manipulation de Didier après l'avoir vu se produire pendant 6 années consécutives. Elle s'est également excusée de s'être tue tout ce temps pendant que Colette favorisait Didier par rapport à moi à chaque réunion de famille. Elle a dit qu'elle était réticente au conflit et qu'elle n'avait pas voulu contrarier leur mère, mais qu'elle aurait dû me défendre il y a longtemps. Elle a dit que Colette avait activement encouragé Mireille à rester proche de Didier et lui avait dit plus d'une fois qu'il était celui qui lui avait échappé. Renée a admis que toute la famille avait facilité ce schéma en traitant Didier comme s'il faisait toujours partie de la famille tout en me faisant sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Je l'ai remercié d'avoir enfin dit quelque chose et d'avoir aidé à mettre fin aux tentatives de Didier de se réintroduire. Elle a dit que la dynamique familiale changeait maintenant que Colette était partie et que les gens commençaient à reconnaître à quel point certaines de ses opinions avaient été malsaines. Elle a dit que même Marc commençait à voir comment Mireille m'avait négligé pendant des années sans jamais vraiment le remarquer. Renée m'a également dit qu'elle avait elle-même commencé une thérapie, en partie inspirée par le fait de voir Mireille résoudre tout cela avec un professionnel plutôt que de simplement faire semblant que les problèmes disparaissaient si personne n'en parlait. Ce qui avait apparemment été la politique officieuse de la famille depuis qu'elle était enfant. Elle a dit que grandir dans la maison de Colette leur avait appris à tous les 3 à ravaler leurs opinions pour maintenir la paix. Et que ravaler les siennes pendant 6 ans tout en me regardant être tranquillement poussée aux marges de mon propre mariage était quelque chose dont elle n'était pas fière. Elle a dit qu'elle espérait que, quoi qu'il arrive entre Mireille et moi, je savais que ce n'avait jamais été personnel de sa part. Qu'elle m'avait sincèrement apprécié depuis le début et avait détesté voir sa mère me faire sentir que je n'appartenais pas à ma propre table de dîner. 6 mois après les funérailles de Colette, Mireille et moi avons emménagé de nouveau ensemble après avoir vécu séparément pendant des mois de thérapie intensive. Nous n'étions pas réparés, et nous ne le serions probablement jamais complètement, mais nous étions plus honnêtes l'un envers l'autre que nous ne l'avions jamais été. Mireille n'avait eu aucun contact avec Didier depuis le jour où elle avait établi des limites à son bureau. Elle travaillait activement à faire de notre mariage la priorité d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant.
respectant réellement les plans que nous faisions, posant des questions sur ma journée, se souvenant de petits détails de ma vie sans avoir besoin qu'on lui rappelle. Je gardais toujours de la colère pour les années que j'avais passées à me sentir invisible. Et notre thérapeute a dit que c'était normal, quelque chose que nous allions travailler lentement avec le temps au lieu de nous attendre à ce que cela disparaisse du jour au lendemain. Notre relation était différente maintenant, construite sur le fait que Mireille me voyait enfin comme sa priorité, et sur le fait que j'apprenais à dire ce dont j'avais besoin avant que le ressentiment n'ait la chance de monter jusqu'à un point de rupture. Nous avons commencé à planifier un petit renouvellement de vœux juste pour nous deux. Pas de famille, pas de grand événement, juste une promesse privée qui semblait plus honnête que notre mariage original, où Colette avait assis Didier au premier rang et avait passé la majeure partie de la réception à dire aux gens à quel point il était beau. Mireille a suggéré que nous écrivions nos propres vœux cette fois et que nous en pensions vraiment chaque mot. Nous l'avons planifié un samedi au début du printemps dans le jardin de la nouvelle maison où nous avions emménagé, une maison dans laquelle Colette n'avait jamais mis les pieds, et une qui n'avait pas de photo de mariage encadrée de Didier près de la cheminée. Mireille a passé un après-midi à écrire et réécrire ses vœux sur le même type de papier à carnet qu'elle avait utilisé pour la lettre que Théo m'avait remise des mois plus tôt. Et elle m'a laissé les lire une fois avant la cérémonie, ce qu'elle n'avait jamais fait la première fois. Il y avait une phrase à propos de la lumière du Porsche qu'elle m'avait laissé allumer la nuit où je suis parti avec mon sac de sport, comment elle était restée en dessous pendant presque une heure après que ma voiture ait disparu au coin de la rue. Comprenant enfin dans son corps ce qu'elle n'avait compris qu'en théorie auparavant, que 6 ans de date rouge au calendrier avaient un coup, et que ce coup avait failli être tout. J'ai écrit mes propres vœux assis à la table de la cuisine de Théo une dernière fois avant de rentrer définitivement mes affaires à la maison. Et je n'ai mentionné ni Didier ni Véronique ni Colette une seule fois parce que, pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux n'avait sa place dans l'histoire que Mireille et moi choisissions d'écrire ensuite. J'ai accepté parce que je voulais des promesses construites sur qui nous étions réellement maintenant, pas sur qui nous avions prétendu être il y a 8 ans.